passe la parole à Vanessa Kodachoni, qui est historienne et qui va aborder ce qui est notre quotidien. Nous vivons en régime d'état d'urgence depuis maintenant plus d'un an jusqu'à l'été prochain. Je vous remercie pour l'invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, nous vivons depuis maintenant plus de 14 mois sous état d'urgence, ce qui est une situation extrêmement grave et aussi, il faut bien le dire, une situation désespérante. Et en même temps, cet état d'urgence, il est tout à fait révélateur de la manière dont aujourd'hui, les mesures d'exception en France, mais pas seulement, elles ont tendance à durer, à se normaliser et à se banaliser. Si on prend l'histoire de l'état d'urgence, on sait qu'il a été créé au tout début de la guerre d'Algérie pour réprimer plus sévèrement les indépendantistes algériens et en particulier les membres du FLN, donc le Front de Libération Nationale. À cette fin, les députés de droite, puisque la gauche s'est toujours opposée à l'état d'urgence en avril 1955, les députés de droite ont voté un ensemble de dispositions dérogatoires au droit commun. Certaines, on les a gardées, d'autres ont été abandonnées. Je vous les cite. Le jugement de civil par les militaires, le contrôle de la presse, les perquisitions de nuit, les assignations à résidence, les interdictions de réunions et de manifestations, entre autres. Et c'est cet état d'urgence-là qui a été remobilisé plusieurs fois dans notre histoire. En 1958, en 1961 jusqu'en 1963, où il s'est cumulé avec l'article 16 de la Constitution, qui donne les pleins pouvoirs au président de la République. Et là, c'est extrêmement intéressant, puisqu'on voit comment deux régimes d'exception extrêmement graves pour les libertés publiques, état d'urgence et pouvoir total au président, se sont cumulés dans le temps. L'état d'urgence a ensuite été remobilisé en 1984, en Nouvelle-Calédonie, en 2005, au moment des révoltes urbaines, puis prolongé plusieurs fois depuis novembre 2015. Et à ce titre, l'état d'urgence est une illustration parfaite de la manière dont l'état d'exception, une fois inscrit, ou l'exception, une fois inscrite dans la loi, votée, inscrite dans le droit, est tout à fait remobilisable dans d'autres contextes, par d'autres gouvernements et contre d'autres cibles. Si on prend les cibles, parce que cette question des cibles de la répression, elle est toujours extrêmement importante, on voit très bien que l'état d'urgence, l'état d'exception, comme tout dispositif d'exception, est toujours ciblé au départ et profondément discriminatoire. Il revient à séparer la population en deux catégories. Il y a les justiciables ordinaires, alors qui sont réprimés malgré tout, on le voit très bien tous les jours. Les justiciables ordinaires d'un côté, et puis les autres, les justiciables non ordinaires, qui sont soumis à des mesures d'exception. Et sous l'état d'urgence, on a vu des individus soumis à des perquisitions administratives sans contrôle judiciaire, des assignations à résidence, et pour d'autres, la destruction de leur lieu de culte et la stigmatisation. Et on voit très bien que depuis novembre 2015, ce sont les musulmanes et les musulmans qui sont visés, avec des raccourcis terribles, électoralistes, qui font passer du terrorisme islamiste aux pratiques dites rigoristes de l'islam, et puis finalement des pratiques dites rigoristes de l'islam à l'islam tout court. Deuxième cible, tout à fait traditionnelle des états d'exception, les militants. On a vu très vite des militants écologistes assignés à résidence pendant la COP21, mais il y a eu aussi, au moment de la loi travail, des militants dont on a moins parlé, qui ont été perquisitionnés, assignés à résidence et interdits de manifester. On a vu aussi des manifestations se dérouler dans des conditions déplorables, comme celle par exemple à la Bastille, où le parcours avait été fait pour ridiculiser les manifestants. Tout ça pour dire que s'il est important de revenir sur les cibles des états d'exception, c'est parce qu'en fait, ils nous montrent qu'il y a toujours d'autres objectifs à ceux initialement visés. Protéger une grande réunion internationale, la COP21, réprimer plus sévèrement des militants, exclure, stigmatiser une partie de la population au nom de leurs croyances et de leurs pratiques religieuses. Mais revenir sur la discrimination qui est au cœur de l'état d'urgence permet aussi de comprendre pourquoi une grande majorité de la population est favorable à l'état d'urgence. C'est le fameux « moi je n'ai rien à me reprocher, donc mettez en place ce que vous voulez pour notre sécurité ». Mais cette assertion, elle est fausse. Quand on regarde l'histoire de l'exception en France, l'histoire de la justice d'exception, on voit très bien qu'on ne sait jamais contre qui va se retourner un dispositif d'exception. Des mesures qui ont été prises contre l'extrême droite se sont très vite retournées contre l'extrême gauche. Des mesures applaudies par l'extrême droite se sont très vite retournées contre elle quelques mois après. Et là, je pense en particulier à la fin de la guerre d'Algérie, où le général de Gaulle a mis en place des tribunaux spéciaux contre
les partisans de l'Algérie française, ceux-là même qui applaudissaient les tribunaux spéciaux quand ils touchaient les Algériennes et les Algériens. Autrement dit, c'est le propre des états d'exception, à la fois de durer dans le temps, et une fois qu'ils durent dans le temps, qu'ils se pérennisent, de toucher des individus très différents, aux profils variés, aux revendications diverses, et puis aux modalités d'action différentes aussi. Si l'assertion « je n'ai rien fait, donc je ne risque rien » est fausse, c'est aussi que dans tous les pays qui mettent en place des dispositifs antiterroristes, on essaie de contourner l'autorité judiciaire et de renforcer le pouvoir d'autres acteurs répressifs. L'administration, notamment dans le cas de l'état d'urgence, mais aussi et surtout les services de renseignement, dont on est en train d'étendre considérablement le pouvoir. Si bien qu'on entre dans des processus de surveillance généralisée de la société, qui menacent chaque citoyenne et chaque citoyen. Et donc on vit dans des pays qui ont tendance à multiplier les dispositifs d'exception, mais des dispositifs d'exception invisibles, invisibilisés. Et donc il est très difficile d'attaquer et de dénoncer. Et avec état d'exception ou sans état d'exception, avec ou sans état d'urgence, nous vivons dans un régime politique comme dans d'autres pays où on multiplie et on accumule les dispositifs d'exception. Je vais aller extrêmement vite, mais pourquoi est-ce qu'on a tendance à accumuler ces dispositifs d'exception? Déjà parce que la France est une championne de la justice d'exception. Toutes les crises politiques en France ont donné lieu à l'adoption de législation d'exception. La Révolution française, Vichy, la Libération, la guerre d'Algérie. Et puis ensuite, une accélération après le milieu des années 80 et la lutte antiterroriste. Je rappelle qu'on a accumulé depuis le milieu des années 80 plus d'une vingtaine de législations antiterroristes. Autant dire que nous avons un arsenal antiterroriste extrêmement puissant et extrêmement complet. Ces mesures d'exception, elles sont toujours légitimées par plusieurs arguments. Je les cite très rapidement. Il y a toujours l'identification d'un péril, d'une menace extrêmement grave, mais aussi une urgence à agir. Et si les députés et les sénateurs ne sont pas contents, on va mobiliser l'article 49.3. Ça, c'est vu dans l'histoire de créer des dispositifs d'exception sous des procédures accélérées. On va aussi dire, et ça c'est un argument extrêmement important, que le droit commun n'est pas capable de faire face aux violences radicales, n'est pas capable de faire face au terrorisme. C'est-à-dire notre justice ordinaire, notre police ordinaire ne peut pas faire face. C'est un argument typique de l'extrême droite et de la droite en France. Mais la gauche, on le voit, s'est ralliée à cet argument-là, au moins depuis les attentats du 11 septembre 2001. Il y a deux arguments qui sont un peu nouveaux et qui se cumulent, qui sont cumulatifs. Le premier qu'on entend beaucoup ces derniers temps, qui est celui de l'efficacité. On va nous dire qu'il faut garder l'état d'urgence parce qu'il est efficace. Or, tous ceux qui se sont penchés dessus montrent aujourd'hui que l'état d'urgence est inefficace. Sur plus de 4000 perquisitions, il y en a moins de 2% qui ont donné lieu à des procédures judiciaires qui n'ont pas encore abouti. Il y a des attentats qui ont été déjoués, c'est vrai, depuis novembre 2015, mais ces attentats ont été déjoués par les procédures ordinaires et non grâce à l'état d'urgence. Donc l'argument de l'efficacité ne tient pas. Deuxième argument pour légitimer l'état d'urgence et l'exception en général, l'adhésion populaire, dont on parlait tout à l'heure. Si l'état d'urgence doit rester, c'est parce que la grande majorité des citoyennes et des citoyens y sont favorables. C'est vrai. Mais s'il y avait une vraie pédagogie politique, s'il y avait un discours de vérité aujourd'hui sur l'inefficacité de l'état d'urgence, bien évidemment, l'adhésion populaire à l'état d'urgence faiblirait. Je vais finir sur ce point en disant que si on cumule les dispositifs d'exception, c'est aussi que les pays s'imitent les uns les autres. Il y a une espèce de surenchère répressive à qui empruntera les dispositifs antiterroristes aux autres. Pendant très longtemps, les États-Unis ont été à la fois un modèle et un repoussoir. À la fois un modèle, qu'est-ce qu'on pourrait prendre aux Américains? Quel exemple antiterroriste peut-il nous donner? Et puis à la fois un repoussoir, on est mieux qu'eux. Or, et je finirai par ça sur deux remarques. La première, c'est que la différence entre les États-Unis et les pays européens en matière antiterroriste devient de plus en plus fine. Il y a de moins en moins de différences, mis à part Guantanamo. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est qu'il y a d'autres pays qui émergent comme modèles répressifs. Et l'un de ces pays, c'est la France. Puisque la France est de plus en plus regardée, et on peut penser par exemple à un pays voisin, la Belgique, où il y a un grand débat depuis plusieurs mois sur ne faut-il pas imiter la France, légiférer et mettre en place nous aussi un état d'urgence. Et donc je finirai sur cette triste conclusion, la France est devenue un modèle en matière de justice d'exception. Merci. Merci Vanessa Kodachionik.